Match après match, c'est la troisième mi-temps de votre dimanche. 45 minutes consacrées à l'actualité du football. Nous sommes en direct et ce soir, nous allons nous arrêter sur les cas du Paris Saint-Germain qui nous a fait un remake de 2017 ou 2019. Est-ce comparable? Et surtout, que faire après cette nouvelle déroute? Quel avenir pour Chelsea? Les médias anglais n'hésitent pas à parler d'un club londonien au bord de la faillite. On en parlera également autour de cette table. Et enfin, Manchester United engagé cette semaine en Ligue des Champions pour sauver sa saison, tout comme la Juventus en grande difficulté avant le match retour qui l'attend mercredi face à Villarreal. Pour en débattre autour de la table, j'ai le plaisir d'accueillir Tim Guillemin. Il joue les prolongations puisqu'il est avec nous depuis ce début de dimanche. Jérémy Manière et enfin Robin Mercier. Messieurs, soyez salués, bienvenue. Vous suivez l'actualité du football comme nous tous à la rédaction, derrière nos écrans TV. Et une nouvelle fois, on a vécu un scénario, est-ce qu'on ose dire, à la parisienne, éliminé mercredi au stade des huitièmes de finale pour la quatrième fois, quand même, depuis l'arrivée de QSI en 2011. Alors, je me suis permis de faire un parallèle avec la remontada de 2017 face à Barcelone, la cagade de 2019 avec la main de Kimpembe en toute fin de match qui avait éliminé Paris face à Manchester United. Est-ce que j'ai été trop sévère en disant que c'est un air de déjà-vu? Non, il y a une culture de club qui s'installe, évidemment. La culture de la défaite. Et moi, je suis très content, sincèrement. Ce club, il ne respecte pas le football, il ne respecte pas les fondamentaux. Mon club, il doit avoir une hiérarchie, une structure. Ils ont voulu mettre les joueurs avant tout, avant le projet, plus haut que le club. Ça ne marche pas, tant mieux. Effectivement, un nouvel échec, le slogan du club, rêvons plus grand. Je pense que jeudi matin, au réveil, il devait y avoir une nouvelle fois des gueules de bois. Ben oui, encore une fois, mais ils sont coutumiers du fait de toute façon. Ils se sont sabordés tout seuls pour moi. Ils avaient toutes les cartes en main pour passer. Ils ont été intrinsèquement supérieurs 150 minutes sur 180. Mais par contre, dès qu'il y a un petit peu d'adversité, c'est pipi au culotte chez les Parisiens. Et malheureusement, ça s'est fait payer cash parce que, comme a dit Tim, ils n'ont pas respecté le foot. Quand tu domines comme ça, tu dois faire la différence et puis mettre un deuxième but. Et contre des joueurs de cette trempe-là, Benzema, Modric, tu n'as pas le droit à l'erreur. Et finalement, ils se sont fait punir derrière. Une nouvelle fois, quand on voit comment tombe le 3-1, on a l'impression que, même des Verratti, des Marquinhos, alors Marquinhos a peut-être été médiocre mercredi, mais Verratti était bon jusqu'à l'égalisation. Pouf, tout à coup, il y a tout qui part. C'est quoi? C'est les fantômes du passé qui reviennent? Non, mais surtout ce match, on peut en tirer des enseignements. C'est que même avec les meilleurs joueurs du monde sur le terrain, sur le papier, s'il n'y a pas tout le monde qui travaille, qui va dans le même sens, ça ne fonctionne pas. Jérémy, tu es le premier à savoir autour de cette table que si tu as tes attaquants qui ne viennent pas défendre, qui ne viennent pas filer un coup de main à ta défense, c'est les premiers qui se font chahuter dans le vestiaire. Après, s'il y a une défaite qui s'en est suivie, moi je trouve ça une aberration au fait qu'on ait des... Neymar, Messi qui ne travaillent pas pour le collectif, qui ne reviennent pas défendre. Après, on a d'autres joueurs aussi, Mbappé ne défend pas beaucoup, mais dans une moindre mesure. Et un collectif, c'est 11 joueurs, c'est tout le monde qui doit travailler ensemble, et il n'y a pas juste les attaquants. Pour moi, ce n'est pas forcément 11 joueurs, mais c'est vrai que je rejoins un petit peu Robin par rapport au projet, par rapport au mercato cet été. On avait déjà vu la saison passée, lorsqu'il y avait que déjà 2 joueurs qui ne défendaient pas. Neymar, Mbappé, on leur avait laissé beaucoup de liberté sur le plan défensif, quand des équipes comme le Bayern, quand des équipes comme Manchester City s'étaient fait rouler dessus en termes d'intensité, contre le Bayern notamment, et en termes de possession contre Manchester City. Si on en rajoute un troisième encore dans l'équation, Lionel Messi qui défend encore moins que ses 2 compères, pour moi, alors ça aurait pu passer contre le Real, parce que pour moi, ils étaient supérieurs malgré tout. Mais tôt ou tard, ça aurait pas marché parce que 3 joueurs qui ne défendent pas en Ligue des Champions contre les meilleures équipes du monde, de nouveau Bayern ou Manchester City ou Liverpool, c'est déjà de base, c'est déjà perdu. Et même au championnat de France, ça ne fonctionne pas. Parce qu'on peut me dire qu'ils gagnent les matchs, mais ils gagnent les matchs sur la classe individuelle. Ils ne les gagnent pas grâce à la maîtrise de leur collectif. Et on le voit, ils ne sont absolument pas souverains. J'ai vu beaucoup de matchs du PSG cette saison en championnat.
il y a très peu de matchs qui sont aboutis. Donc ça ne fonctionne même pas au championnat, malgré les 10 ou 13 points d'avance qu'ils ont maintenant. On vous épargne les chiffres, mais effectivement, c'est une des pires de saison en termes de chiffres, de production de jeu. Vous savez, le point fort de Tim Guimard, c'est qu'il vous tease un début d'émission avec des soupçons sous-entendus. Quand vous dites « ce club ne respecte pas », alors Jérémy Manière parlait du match retour où Paris a eu les occasions de mettre le 2-0. Moi, j'ai interprété vos propos pour débuter cette émission comme quoi le malaise, en fait, il était bien en amont. Et quand vous dites ce club ne respecte pas le foot, vous ne parlez pas forcément du match retour, vous parlez de comment est construit le projet sportif du PSG. Oui, clairement. Donc il y a un problème sur le terrain. Et Robin l'a très bien dit. Quand on a 7 joueurs qui défendent sur 10 joueurs de champ, ce n'est pas possible. Donc ça, c'est clairement ne pas respecter le football sur le terrain et ne pas le respecter en dehors. Quand on donne beaucoup trop d'importance aux joueurs, on parle de la République des joueurs et c'est exactement ça. Ça ne peut pas fonctionner à tous les niveaux, que ce soit en 5e Ligue ou en Champions League. Et c'est pour ça que je dis que je suis très content que ça ne fonctionne pas en Champions League, parce que c'est l'exemple qu'on montre aux footballeurs amateurs, au football que j'aime beaucoup. Ça montre que même en 5e Ligue, tu ne peux pas être égoïste et tu ne peux pas construire un projet uniquement sur les individualités. L'équipe doit être avant tout. Et le Paris Saint-Germain, c'est l'antithèse de ça. Ils connaissent l'échec. Alors, on est tous d'accord pour dire que le projet marketing des investisseurs qataris est abouti, mais le projet sportif ne l'est pas. Mais du coup, pourquoi à Manchester City ça fonctionne et pas au PSG? Parce que d'un côté, on a le Qatar, de l'autre, les Émirats Arabes Unis. C'est quoi la différence selon vous? C'est déjà un entraîneur qui est déjà une pointure dans ce sport qu'on aime tant, le football. Je ne dis pas que Pochettino n'est pas bon, mais on ne peut pas parler du palmarès de Pochettino en tant qu'entraîneur et le comparer à celui de Guardiola, par exemple. Il y a aussi une ADN dans le jeu. On sait que Pep Guardiola, il recrute des joueurs en fonction de son ADN et en fonction des profils surtout. Là, pour moi, Paris, ce qu'ils font, c'est FIFA, mode carrière. On empile les meilleurs, on donne des stars à Mbappé pour qu'il reste. Et puis on regarde ce qui va se passer. Au final, Manchester City recrute des stars, il recrute des défenseurs à 60 millions, mais qui s'intègrent au projet, qui s'intègrent à la philosophie du club. Pardon. Donc vous dites que c'est lié à l'entraîneur, mais excusez-moi, Tuchel est devenu champion d'Europe et du monde en club, Ancelotti qui est passé sur le banc aussi. Emery, mais on les laisse travailler. C'est ça justement. C'est qu'on a donné les clés à Pep Guardiola et c'est ce que ne fait pas le PSG. C'est ça que vous dites. Avec une direction sportive qui est forte, qui ne change pas tous les 2 ans comme à Paris, et avec une direction qui est claire. Le sportif, il appartient au sportif, c'est-à-dire à Pep Guardiola en premier et au directeur sportif. Et à Paris, c'est clairement pas le cas. Je rejoins Jérémy, c'est un mercato d'opportunités. C'est-à-dire, t'as coup Messi est disponible, hop, on y va. Manchester City aurait pu le prendre, ils avaient la surface financière. C'est eux qui ont décidé de ne pas y aller. Et Sergio Ramos, la même chose. C'est des joueurs, finalement, qui ont été laissés libres par leur club. Paris s'est jeté dessus et c'est une erreur. Ils n'ont pas fait un mercato réfléchi, anticipé. Ils font un mercato d'opportunités. Alors que faire aussi, comparaison Manchester City, je prends aussi le Bayern, ils ont un encadrement. C'est des institutions, ces clubs. Quand on y va en tant que joueur, on respecte l'institution. On a l'impression que quand les joueurs vont au PSG, ils se disent tranquille, c'est bon, j'ai signé pour 20 millions par année, puis je vais pouvoir faire ce que je veux en Ligue 1, etc. Mais en fait, si ces joueurs-là, ils font ça du côté de Bayern, moi je prends vraiment le Bayern comme exemple, c'est un Neymar, s'il va là-bas, puis il fait ce qu'il fait maintenant avec sa mentalité, un petit peu de je m'en foutisme, ça ne joue pas, il se retrouve sur le banc et plus personne ne veut de lui. Donc dans ces grands clubs, en Angleterre, en Allemagne surtout, il y a une mentalité, un esprit qui est complètement différent de la France et je pense quand même qu'il y a vraiment cet encadrement beaucoup plus strict par rapport à d'autres clubs, par exemple le PSG où il y a des laissés-passer. Et même Messi s'y est mis cet hiver. On rentre plus tard de vacances, après ils ont déguisé un peu ça en Covid. Voilà, ça arrive partout. Les Sud-Américains qui restent dans la Pampa 2 jours de plus et qui reviennent, ça arrive un peu partout. Ça, c'est... Oui. À Barcelone. Même en Challenge League, je vous dis, ça arrivait ça. D'accord, mais le club doit se faire respecter. Et là, le Paris Saint-Germain, c'est pas faire respecter l'entraîneur non plus. Je rejoins tout à fait Robin. Il y a des passes droits. Il y a des passes droits dans ce club qui font que ça ne fonctionne pas. Alors, messieurs, que faire aujourd'hui? Alors, ce qui est à peu près sûr, comme toujours, c'est l'entraîneur qui va payer les pots cassés. Déjà, les médias français l'annoncent. Mauricio Pochettino va devoir rendre son tablier. Mais est-ce que, franchement, un nouveau, simple changement d'entraîneur va résoudre l'équation qu'on vient de mettre sur la table? Il faut raser plus haut? Pour moi, le problème est plus haut. Nasser Al-Khelaifi est à la base du projet, mais il ne connaît pas grand-chose au football. D'ailleurs, sa réaction dans les vestiaires des arbitres après le match contre le Real en atteste. Leonardo est charismatique, il s'appuie sur le fait que c'est un ancien joueur de la maison, mais en termes de vente, il sait vendre, mais il sait acheter, mais il ne sait pas vendre.
Il y a des joueurs comme Draxler, Kurzawa qui gagnent un saladier et qui n'ont toujours pas quitté le club alors que c'est des joueurs qui apportent rien au collectif depuis 2 ou 3 ans. C'est 2 exemples parmi tant d'autres. Et finalement, c'est quelqu'un aussi qui a un énorme ego. Et c'est pour ça que la gestion sportive, en fait, est diluée entre ces 2 postes, directeur sportif, entraîneur, ce qui fait qu'on peut mettre le meilleur entraîneur possible à Paris. Tant qu'il y a ces querelles d'ego, ces fortes personnalités à la tête qui veulent un petit peu se disputer l'influence, ça ne marchera pas. Messieurs, Nasser El Khelaifi, ok, président, mais qui dirige réellement le PSG ? Il y a une direction, c'est un peu flou quand même. Une direction bicéphale. Les grandes décisions, on sait qu'elles sont prises au Qatar, directement par l'émir, qui ne vient pas au quotidien. Nasser El Khelaifi ne vient pas au quotidien non plus d'ailleurs. Leonardo est le seul qui est plus ou moins tout le temps là. Mais c'est clair que ce n'est pas lui qui prend toutes les décisions. Et ça, tout le monde le sait aussi. Certains joueurs à l'époque, c'est un peu moins vrai maintenant, mais avaient même l'oreille directement du Qatar. Et pouvaient dire que si tu n'étais pas d'accord avec quelque chose à Paris. Et ça, c'est la même chose en Suisse. Hein, quand des joueurs ont plus de pouvoir que l'entraîneur et qui peuvent s'adresser directement au président, ça ne fonctionne pas non plus. Hein. Ouais, puis on voit avec la valse des entraîneurs, je veux dire, ils ont eu les meilleurs entraîneurs du monde et ça n'a quand même pas fonctionné. Donc, il y a eu des résultats derrière. Pochettino, exactement, Tuchel qui part à Chelsea, gagne la Champions League, là, je crois, la même année en fait. Ouais. Pochettino, le changer, ça va absolument rien changer tant que la direction du club, il n'y a pas des choses qui se passent. Et on apprend dernièrement que Nasser El Khelaifi et Leonardo ne s'entendraient pas forcément très bien. Donc ça jetterait un peu d'effroi dans le club. Donc à voir ce qui va se passer à la fin de l'année. Mais je pense qu'il y aura des changements parce que cette défaite, elle a quand même jeté un gros froid dans le club. Il y a quand même des choses qui vont exploser à l'interne. Franchement, le seul qui peut réussir pour moi, c'est Zinedine Zidane. Pas parce que c'est le meilleur entraîneur et qu'il est plus fort tactiquement que Unai Emery ou d'autres, mais parce qu'il a l'autorité, l'aura, et puis il serait, entre guillemets, plus grand même que Nasser El Khelaifi et Leonardo Cicero la reste. Donc Zinedine Zidane, pour moi, il peut avoir l'autorité de parler à Mbappé. Et Dieu sait que je ne pense pas que c'est le meilleur entraîneur du monde, de loin pas, mais je pense que c'est le seul qui peut réussir à Paris. Messieurs, vous n'avez pas l'impression quand même que, parce qu'au début de l'ère QSI, avec les arrivées d'Abraham, Zlatan Ibrahimovic, on va y arriver, après Thiago Silva, c'est devenu cohérent. Et on a l'impression, c'est mon analyse, je vous la soumets, qu'une fois la Coupe du Monde du Qatar, attribuée 2022 attribuée au Qatar, que justement Nasser El Khelaifi et QSI ont voulu donner une dimension différente au PSG pour pourquoi pas faire briller encore un peu plus le Qatar. Est-ce qu'on peut tirer des liens ou c'est exagéré ? Mais bien sûr qu'il y a une stratégie derrière en vue de cette Coupe du Monde, mais je crois que le projet il a continué à grandir. D'abord, ils se sont imposés sur l'Hexagone où ils ont raflé tous les titres possibles et imaginables. Petit à petit, le projet a grandi jusqu'à faire une demi-finale et une finale de Ligue des Champions. Il ne faut pas tout oublier non plus. Hein. Je me rappelle, Final 8 à Lisbonne, ils sont bien. Ils font une demi-finale l'année d'après. Ils sont pas catastrophiques non plus. D'ailleurs, Manchester City, qui est un peu le même type de projet à la base, avec une application avec beaucoup plus de respect de la part des joueurs, City n'a toujours pas gagné la Ligue des Champions non plus. Donc, il n'y a pas tout à jeter du côté de Paris. Par contre, je pense que ça serait le bon moment cet été pour faire une petite révolution, on va dire ça comme ça. Il ne faut pas oublier que le PSG n'a pas pu investir tout de suite. Le fair play financier était sérieux à l'époque. Il l'est beaucoup moins maintenant. Ils ne pouvaient pas dépenser autant qu'ils le font maintenant. Et c'est vrai, je rejoins Jérémy, Manchester City n'a rien gagné non plus. Mais par contre, il y a quand même autre chose qui se dégage de ce club. Oui, parce que finalement, on tire un constat à 30 minutes près. Parce que le PSG passe au Real, rien ne se passe, on continue avec le même train-train. Parfois, l'équilibre est très subtil à trouver. Oui, mais après, tôt ou tard, alors on ne le saura jamais, ils ne sont pas passés, mais tôt ou tard, les problèmes seront ressortis. Ça aurait peut-être passé contre les Real, qui est pour moi cette année pas un grand Real. Par contre, tôt ou tard, ils auraient dû affronter un ROC en Europe. Et là, on aurait de nouveau dit que le fait qu'en Ligue 1, ils sont suffisants, le fait qu'il y a 3 joueurs qui ne défendent pas, le fait que les joueurs sont plus forts que le club, tôt ou tard, ces problèmes auraient explosé à la figure des Parisiens. Et je pense pas... le problème a été sorti au grand jour plus tôt que prévu, en fait. Faut pas oublier, ils font finale, je suis d'accord. Ils tapent l'Atalanta et Leipzig pour y aller, avec tout le respect que j'ai pour ces clubs. S'ils étaient tombés cette année-là, peut-être, sur un grand Europe avant, ils ne seraient peut-être pas allés en finale non plus. C'est un peu de la fiction, ce que je dis, mais ils ont quand même eu un parcours allégé par rapport à d'autres pour y aller, dans une saison en plus qui était différente à cause du Covid. Surtout, ce qui a choqué cette fois-ci, c'est que c'est de nouveau au stade des 8e de finale. Et ça fait vraiment mal. Pour moi, cette défaite... Et le scénario où on est qualifié malgré la boulette de Donnarumma. C'était une remontada numéro 2. Dans le sens, elle a fait autant mal que celle contre le Barça. Le score n'était pas la même chose. Mais de nouveau, Paris gagne son match aller. Il mène. Tranquille, on gagne. On se fait remonter par 3 buts par un seul et même joueur. Benzema, qui est quand même stratosphérique, il faut quand même le dire. Il a fait le match de sa vie. Mais de nouveau, au stade des 8e de finale, se faire sortir cette grande équipe du PSG qui est chaque année annoncée comme l'ultime favori de la compétition. Cette fois-ci, qui plus est avec un Messi dans les rangs. Donc,
il n'y a plus d'excuses maintenant Pour pour moi, cette équipe du PSG. Pour moi, c'est même pire que le match de Barcelone. Parce que Barcelone, c'était vraiment particulier avec un arbitrage en plus. Et de les dernières minutes. Catastrophique. De les dernières minutes. Là, franchement, il y a cette faute, pas faute sur Donnarumma. Et il se liquéfie complètement. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, cette équipe, elle n'existe pas. C'est que dès que ça devient un peu dur, que ce soit Verratti ou Marquinhos, ils disparaissent. Alors, OK, ils défendaient à 7 et au bout d'un moment, peut-être que ça leur a pesé aussi. Mais là, on a vu qu'en fait, cette équipe, elle n'existait pas sur un fait de jeu qui est peut-être effectivement une faute de Benzema. Mais ils doivent réagir. Une grande équipe derrière, elle dit OK, on a pris ce but. Surtout qu'ils avaient de la marge. Il faut être honnête, intrinsèquement, ils étaient bien plus forts. J'ai vu de la passe à 10, j'ai vu des actions d'Mbappé où, franchement, il avait tellement d'occasions d'alourdir la marque et puis on n'en parle plus. Ils peuvent déjà se préparer pour la Ligue 1 le week-end qui suit. Et finalement, tu te fais punir. Je rejoins Tim par rapport à ça. Bon, pour une équipe dont la propriété est au Qatar, le moins de grains de sable qui fait dérailler la machine, hein, c'est quand même, ouais, pas bon. Aujourd'hui, que vous sachiez, le PSG a réagi au championnat en s'imposant 3-0 face à Bordeaux. Par contre, alors les sifflets du Parc des Princes pour Messi, pour Neymar, ça a plu moyennement, forcément, malgré toute la compréhension. La fin de saison risque d'être très très compliquée quand même. Mais c'est la même chose en 5e Ligue. Hein. Si votre attaquant, il court sur le terrain, non, mais c'est vrai, s'il marche sur le terrain, puis qu'il vous met 2 goals, parce que c'est le meilleur, il a 40 ans et tout, on lui dit merci à la fin du match, on va boire une bière. Par contre, s'il marche pendant tout le match, puis qu'il ne marque pas, on va quand même l'insulter aussi, je suis désolé. Pour moi, c'est la même chose, c'est les fondamentaux du foot. Bon, je ne suis pas sûr qu'ils sont allés boire une bière, Messi et Neymar. Non, justement. Le troisième larron qui a marqué le premier but aujourd'hui, Kylian Mbappé. Messieurs, Marca a même titré à ce sujet, selon le quotidien madrilène, l'officialisation de l'arrivée de Kylian Mbappé au Real est imminente. On devrait même avoir une confirmation durant la semaine. Je pense que s'il y avait encore un doute, mercredi soir, quant à son intention de rester ou partir, je crois que tous les doutes ont été levés. Là, il n'y en a plus du tout pour moi. On ne sait jamais, ça peut se retourner. Mais moi, je me suis dit à la base, peut-être que si le PSG va loin en Champions League cette saison, peut-être qu'il va changer d'avis. Peut-être qu'il va se dire, si cette équipe elle est capable d'aller en finale, d'aller peut-être la gagner dans un monde parallèle, il allait peut-être rester en se disant, je suis certainement la meilleure équipe du monde. Mais au vu du résultat face au Real, en plus contre l'équipe contre qui il est censé partir, et voit que son équipe n'y est pas parvenue, face à cette équipe du Real qui a bien joué, qui a encore de bonnes réserves, parce qu'on en parlait tout à l'heure, il y a quand même des joueurs qui se font en vieillissant, on a Modric, Kroos, etc., qui sont une génération qui va bientôt passer, on a Marcelo, il ne joue plus, mais il part à la fin de cette saison. Il a clairement, je pense qu'en voyant la performance de cette équipe du Real, il s'est dit, si je vais aller jouer l'Europe, c'est sûrement avec eux, parce qu'ils ont plus d'expérience, ils ont un meilleur bagage que le PSG, même si le PSG est meilleur. Et pourtant, on lui déroule le tapis rouge. On lui a quasiment donné un chèque en blanc pour que lui le remplisse pour rester. Mais bon, là, c'est évident. S'il veut gagner des trophées, ce qui est son ambition, il ne va pas rester au PSG. Il y a 2 choses qui peuvent le faire rester pour moi. Zidane. C'est-à-dire que s'ils annoncent Zidane assez vite, il faut dire à M. Pochettino que c'est fini très vite, ils annoncent Zinedine Zidane, ça peut être un argument. Et la deuxième chose, ce garçon, il a quand même envie de marquer l'histoire. Il partirait quand même sur un échec et il est à 40 buts ou 30 buts d'être le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Peut-être que ça peut le faire réfléchir, mais je suis d'accord avec Robin, la tendance est plutôt à un départ. J'aurais dit avant ce 8e de finale que Mbappé allait rester. Je crois qu'il y avait on a eu plusieurs phases un peu dans ces négociations. On disait qu'Mbappé, le départ au Real Madrid était acté. Progressivement, on a dit que les négociations étaient de nouveau positives entre le club et puis entre le PSG et puis entre le clan Mbappé. Au vu de son premier match, je me suis dit aussi, il a vu qu'il était peut-être dans la meilleure équipe des deux, avec un projet où on lui promet peut-être d'être la tête de gondole dès la saison prochaine, en étant le joueur le mieux payé au monde accessoirement. Mais là, je pense que ça a servi, ça a peut-être servi de bascule, ce match-là. Et je pense qu'il doit être lassé et fatigué, en fait, de vivre et revivre ces épisodes en Europe. Du PSG, on en parlerait toute la soirée, messieurs, mais je vous propose d'abandonner le thème des Franciliens ici, sur les mots de Jérémy, et on va se pencher au chevet du champion d'Europe et du monde des clubs. Et oui, là, on parlait d'un club qui n'a toujours pas soulevé la Ligue des Champions. Là, on parle du club qui vient de soulever ce trophée prestigieux. Chelsea, vous n'êtes pas sans savoir, en lien avec les événements qui chahutent notre planète, que le gouvernement britannique a pris des mesures très contraignantes envers Roman Abramovich et par ricochet envers Chelsea. Chelsea, imaginez,
Plus de droits TV, plus de vente de billets autorisés, ni de maillots, limitation des frais de déplacement à un peu plus de 24 000 francs pour une équipe professionnelle, pour aller à Lille par exemple, mercredi prochain. Selon le quotidien londonien Time, certaines banques sont en train de lâcher le club, un club qui génère 500 millions de recettes et qui doit assumer une charge masse salariale de 400 millions. Messieurs, la question est simple, est-ce que Chelsea, selon vous, risque de ne pas terminer la saison ? Ce qui est fou, c'est qu'on a encore vu qu'il pourrait avoir des retraits de points, parce que vu qu'il pourrait peut-être éventuellement pas payer les salaires du mois à venir, du coup, la Première Ligue les sanctionnerait de retraits de points, tel en vulgaire FC Chiasso, qui ne payerait pas les charges sociales. Non, mais c'est fou, et si on nous avait dit ça il y a encore 2 semaines, c'est incroyable. Et c'est vrai que c'est une situation qui est complètement folle, on n'a jamais vécu ça. Est-ce qu'on va trop loin ? Je pense, lui, le Roman Abramovich, déjà, je ne sais pas comment il fait pour vivre maintenant, parce que je pense qu'il doit avoir toutes ses cartes de crédit bloquées, donc je pense que c'est lui le premier qui en pâtit. Mais c'est vrai que pour moi, il devrait quand même y avoir un petit laisser-aller jusqu'à la fin de la saison, parce que ça risque de déstabiliser tout le championnat anglais, etc. Et ils avaient quand même eu le club de Chelsea c'est partie du patrimoine anglais. C'est pour ça qu'ils ont laissé un peu des libertés au club pour essayer de pouvoir rebondir. Moi, je pense que les sanctions, elles sont quand même un petit peu difficiles, surtout par rapport à la gestion courante du club. Après, tout ce qui est la vente de maillots, etc. Voilà, mais c'est vrai que pour moi, on va quand même un petit peu trop loin par rapport à ça. Alors, on peut comprendre, sans faire de la politique, que le gouvernement britannique veuille drastiquement sanctionner les oligarques russes qui sont prétendument proches de Vladimir Poutine. Mais la secrétaire du club, les intendants de club, les entraîneurs juniors qui sont salariés de Chelsea, eux, ils ont rien demandé au-delà de l'équipe professionnelle. Est-ce que ça allait trop loin quand même ? Ce qui me fait croire que les sanctions, les éventuelles sanctions qui seront encore prises impacteront surtout la saison prochaine. Je crois que cette saison, elle va se finir. Ils vont pouvoir continuer. Alors certes, avec des conditions très particulières, comme on l'a appris. Par contre, comme a dit Robin, c'est un club historique. Bien avant l'arrivée de Roman Abramovich, c'est un club qui a eu du succès, c'est un club qui est bien établi en Angleterre. Et cette réputation pourrait faire en sorte qu'il ne soit pas trop impacté dans un premier temps, mais forcément, en tout cas sportivement, en termes de recrutement pour la saison prochaine. On sait encore que Azpilicueta est en fin de contrat, on sait que Christensen est en fin de contrat, qu'on ne puisse pas négocier avec ces joueurs-là, par exemple, Rudiger également. Sportivement, il y aura beaucoup à perdre du côté de Chelsea. Ouais. Mais le gouvernement britannique, il veut faire pression sur Roman Abramovich en le touchant au cœur. C'est-à-dire qu'il veut que la fronde populaire, que les supporters de Chelsea se retournent contre lui pour qu'il lâche le club. Parce que Roman Abramovich, tout de suite, il a dit « maintenant, je vais vendre le club ». Mais par contre, il le réclame à un certain prix. Il disait même peut-être plus cher que ce qu'il avait acheté à l'époque, parce que le club, évidemment, a pris de l'ampleur depuis son arrivée. Mais maintenant, le gouvernement veut qu'il le lâche gratuitement. Et c'est ça, pour moi, ils sont en train de faire pression et ils espèrent vraiment que la fanbase de Chelsea dise maintenant Roman out. Ouais, c'est clairement un poker menteur parce que, imaginez, vous l'avez dit, c'est une institution, 117 ans d'existence avec le passé que l'on connaît au club de Stamford Bridge. Jusqu'à quand ça peut durer ce jeu de pouvoir ? Honnêtement, je ne sais pas. Je pense que pour préparer la saison prochaine, rapidement, il devrait y avoir des décisions actées et définitives. Mais moi, comme je l'ai dit, je pense vraiment que la saison prochaine sera impactée, le recrutement sera impacté. Les avoirs sont actuellement gelés, mais ça n'aura pas d'influence pour moi, je l'espère en tout cas, sur les employés du club, etc. Et les joueurs ? Alors moi, justement, la question, c'est maintenant, et les joueurs, on a vu aujourd'hui que Tuchel s'est mué en protecteur, c'est son rôle. Aujourd'hui, Chelsea s'est imposé 1-0 face à Newcastle en toute fin de match. Mais dans quel état d'esprit doivent être les joueurs ? Moi, j'allais dire, je le trouve admirable, Thomas Tuchel. Pour moi, vraiment, il sort vraiment gagnant de cette crise, de son management, de son leadership. Il est drôle parce qu'il dit, voilà, si on doit aller en minibus, on ira en minibus. Il rappelle les valeurs de base du foot. Il dit, tant qu'on a un maillot qui est en ballon, on est 11. On doit gagner. Et ça, pour moi, je le trouve vraiment bon. Chelsea, c'est un club qui a l'habitude d'être détesté. Il y a ce fameux slogan « No one likes us ». Tout le monde déteste Chelsea. Ils ont l'habitude d'être dans ce rôle du mal-aimé. Et il est en train d'appuyer là-dessus en disant « Voilà, ils veulent nous punir. On va être très, très fort cette fin de saison. » Et moi, je le trouve vraiment très bon dans sa communication. Je pense qu'il a assez d'argent pour payer l'essence qu'à Lille aussi, moi, s'il faut. Donc, je pense que ça devrait aller. Mais j'entends votre discours, mais est-ce que ça fonctionne vraiment avec des professionnels ?
Non, bien sûr que les joueurs doivent s'interroger sur le projet, sur leur suite. Même des joueurs comme Mason Mount qui sont formés au club et qui sont brillants cette saison, qui ont des contrats longue durée, ils doivent forcément se poser des questions parce qu'ils ne peuvent pas rester à n'importe quelle condition. C'est des joueurs professionnels, c'est des employés, c'est un business. Donc forcément, je pense que ça doit pas mal cogiter dans leur tête. Mais Jérémy, là, à court terme, pour le match de Lille, pour la suite de la saison, pour aller, pourquoi pas, au bout, dans une forme de... Voilà, on se ligue contre nous, on est les petits Caliméros, entre guillemets, hein, c'est toute proportion gardée. Un professionnel, il est sensible à ça ? Si, ça peut, pour moi, ça peut même être productif. C'est-à-dire, je rejoins Jérémy, pour l'année prochaine, évidemment, il y aura des grandes questions, il y aura peut-être un exode massif, toutes ces questions-là, elles vont se poser. Mais jusqu'à la fin de cette saison, moi, je suis convaincu que Thomas Tuchel et les joueurs peuvent faire un pacte entre eux et aller chercher les titres qu'il allait chercher. Ouais, mais surtout, on parle de l'avenir, mais si ça se trouve, je sais que moi, il y a des offres qui sont en cours là, pour le rachat du club. On a eu, il y a pas mal d'offres des États-Unis, etc., des groupes sérieux. Même d'un Suisse. Même d'un Suisse, ouais, exactement. Et on se dit, ouais, l'avenir. Mais si ça se trouve, dans une semaine, le club a trouvé un repreneur et puis tout redevient à la normale. Les joueurs auront leur salaire, Tourelle va rester, etc. Donc, moi, l'avenir du club va dépendre de cette vente qui, pour moi, devrait arriver assez rapidement quand même. Parce que Chelsea, pour un financier, c'est quand même attrayant d'avoir ce club. Donc, moi, je pense que dans les mois qui suivent, il y aura un repreneur pour le club. Je peux faire une observation qui n'est pas celle d'un insider, mais quelque chose qui m'interpelle. Toutes les négociations pour reprendre au club, elles sont secrètes. C'est très très rare qu'on sache à l'avance que les investisseurs disent « je veux racheter un club ». Pour moi, tous ceux qui sortent du bois maintenant, pour moi, c'est du bluff. Il y a un groupe qui étrangement est très silencieux, c'est Ineos. Alors que Ineos, les frères Radcliffe disent depuis un moment Chelsea nous intéresse, on n'a pas pu faire Chelsea, on a fait Nice et tout. Ils ont d'autres chats à fouetter, hein. Un club de pareille envergure en ce moment là. Ouais. Ils ont la même couleur. Ouais. Je pense que leur silence présage peut-être d'une très bonne nouvelle pour eux. Je ne sais pas quelle nouvelle ce serait pour Lausanne Sport, mais le fait qu'ils soient silencieux m'interpelle. Et puis il y a aussi juste une chose, Abramovich a dit qu'il ne voulait pas vendre son club à n'importe qui. Donc lui-même est aussi attentif, il a construit un empire. Choix, hein. Il a construit un empire, Roman Abramovich, et il n'a pas envie de le vendre à un fonds d'investissement il cherchait juste l'argent. Il a vraiment envie que son club continue de vivre dans le temps. Et ça, c'est déjà une bonne chose pour Chelsea. On espère que ça va aller dans son sens. Après, sur le fond du problème, ça pose quand même la question de la propriété individuelle, non ? Si le gouvernement suisse, tout à coup, accepte plus que fait M. Constantin, il pourrait dire « je gèle tous ses avoirs, je gèle son club », je trouve que c'est quand même étonnant comme situation, non ? Alors, il y a une situation de guerre et tout, je comprends bien. Et il y a d'autres victimes qui sont bien plus importante et bien plus à déplorer qu'au club de football. Mais la propriété individuelle, là, c'est quand même une question, je trouve. C'est l'éternelle question, doit-on dissocier la politique du sport ? Et au final, on est dans une situation qui est tellement nouvelle et tellement extraordinaire, mais dans le mauvais sens du terme, qu'il y a des mesures drastiques qui sont actuellement prises. Mais après, on pourrait philosopher longtemps. Hein, sport, politique, de toute façon, on sait que ça va ensemble. Et je crois que Chelsea, comme l'a dit Robin, devrait être rapidement racheté. Après, il y a quand même des sensibilités. On comprend on va dire, l'engagement de la Grande-Bretagne dans ce conflit qui touche l'Europe, mais il suffit d'aller un tout petit peu en arrière pour se souvenir que Newcastle vient d'être acheté par un fonds saoudien qui fait la guerre qui soutient la guerre au Yémen, où là aussi on a... on va pas rentrer sur le terrain politique, mais on sent clairement là, quand même, on veut dégommer Abramovich et on veut le mettre sous pression, comme vous le disiez. Finalement, c'est lui qui détient les clés de l'avenir de Chelsea, on a envie de dire, en résumé. C'est-à-dire que s'il accepte de lâcher le club gratuitement, effectivement, je pense que tout redeviendra à la normale pour Chelsea. Lui, il n'a pas envie, on en revient à ça, à la propriété individuelle. Après, est-ce qu'il est proche de Vladimir Poutine ? Je ne sais pas, j'imagine bien. Moi, je ne suis pas contre ces sanctions. Hein. Je trouve que ce que fait la Russie, évidemment, est inacceptable en Ukraine et qu'il faut bien réagir d'une manière ou d'une autre. Si le sport a décidé de taper fort, tant mieux finalement, parce qu'il faut que cette guerre s'arrête et tous les moyens de pression sont les bons. Maintenant, est-ce que Roman Abramovich va lâcher comme ça ? C'est une autre question. Hein. C'est lui qui détient les clés, hein, messieurs, on est d'accord ? Ouais. Mais de nouveau, il est dans une impasse. Là, je ne vois pas comment il peut se tirer d'affaire tant que le conflit n'est pas réglé. Et puis, Dieu sait combien de temps ça va encore durer, cette situation. Il est de loin pas le seul, qui plus est.
Roman Abramovich, on voit qu'il y a tout le sport russe qui est touché. On a l'équipe nationale de Russie qui a été interdite de compétition, etc. Donc ça va dépendre du temps de ce qui va se passer par la suite. Bon, Chelsea sera à Lille mercredi, même s'il doit y aller en minibus, on aura compris les propos de Thomas Tuchel. Un autre grand d'Angleterre va peut-être devoir sauver une partie de sa saison mardi soir. Décevant à Madrid, hein, osons le dire, il y a 3 semaines. On parle de Manchester United. Les Mancuniens ont été accrochés par l'Atlético, au final 1-1. Résultat que je me permets de juger comme flatteur pour les protégés de Rangnick. Est-ce qu'on peut faire malgré tout de Manchester United le favori de ce match retour au coup d'envoi à Old Trafford ? Mais moi, je n'ai pas été déçu par le Manchester. Quand je vois la bouillie qui nous sortent tous les week-ends en Première Ligue, et Dieu sait ce que j'adore la Première Ligue, j'y regarde souvent. Je ne suis pas déçu. Et au contraire, 1-1 à l'Atlético, c'est, comme vous l'avez dit, très flatteur et c'est un très très bon résultat vu le niveau de jeu actuel de Manchester United. On peut parler de la victoire contre Tottenham ce week-end, mais ça, c'est encore une autre question. Tottenham n'est pas bon non plus. 1-1 à l'Atlético, ils auraient tout de suite signé, je pense, les Mancuniens, avant le match aller. Et puis on parle d'eux en mal parce qu'il y a eu ces histoires de problèmes de vestiaire avec des joueurs qui ne tiraient pas tous à la même corde, etc. Un Ronaldo un peu muet, on disait que ça servait à rien ce transfert, etc. Mais mine de rien, je me suis noté, leur dernière défaite, elle date du 3 janvier. Donc depuis, alors certes, il y a eu pas mal de matchs nuls, mais ils sont quand même invaincus depuis un certain temps. On parle en mal d'eux, mais finalement, ça va pas si mal que ça. Ils sont dans le top 4, je crois, Top 5. Ils viennent de sortir ce soir, puisque Arsenal a gagné. Ils sont toujours au contact. Donc on dit toujours un peu du mal d'eux. Est-ce qu'ils sont favoris ? Est-ce qu'ils sont favoris ? Je pense que leur priorité sera quand même de s'axer sur le championnat. Et qui plus est, peut-être la Champions League à voir. Vous les situez où, vous, c'est Manchester United? C'est très très dur de pronostiquer ce match, je trouve. Effectivement, ils se sont fait balader à l'aller comme attendu. On va quand même parler d'un homme, Cristiano Ronaldo, qui aime bien faire mal à l'Atlético Madrid, une de ses victimes préférées, qui a mis 3 buts exceptionnels ce week-end et qui aime bien que le niveau s'élève. Donc voilà, je ne suis évidemment pas très convaincu par le projet collectif de Manchester United. On en revient à ce que je disais avant. Ronaldo, il peut faire ce qu'il veut. Si à la fin il met 3 buts, on lui dira merci. Donc tant qu'il tire l'équipe comme ça, à la Juventus, il n'avait pas un rendement extraordinaire, mais il a quand même mis des buts importants. Par contre, quand ça comptait, il n'était plus là. Voilà, maintenant ça compte, c'est à lui de montrer qu'il est là. Et en face, João Félix qui actuellement affiche la grande forme. À nouveau buteur ce week-end. L'Atlético qui s'est imposé 2-1 face à Cadix et qui est toujours en course pour les places qualificatives pour la Ligue des Champions. Est-ce qu'elle vous étonne ? C'est toujours Simeone sur le banc, qu'on a toujours catalogué comme voilà... Entraîneur défensif. Mais oui, c'est ça qui nous propose toujours un football peu attractif. Et là, franchement, on reconnaît presque plus l'Atlético de Simeone des dernières années. Mais il a toujours par contre recruté des joueurs créatifs et techniques, ça n'empêche pas. Et au final, la qualité individuelle fait qu'il est capable, il a su évoluer aussi au fil des ans. Il a été vraiment catégorisé, catalogué comme un entraîneur défensif dans son 4-4-2 très rigide et très compact. Mais vu le talent qu'il a à disposition, vu la profondeur d'effectif aussi, quand on voit Griezmann est souvent remplaçant, Lemar souvent remplaçant, au final, ils ont tellement de qualité qu'il a su un petit peu se remettre en question et il est capable de faire un petit peu mieux que ce plan de jeu ultra défensif où il parque le bus. Mais ce, également à Old Trafford ? Alors moi, je pense effectivement qu'il va aller chercher la qualification comme ça. Moi, j'adore ce football. C'est hiérarchisé, c'est structuré. Moi, j'adore Diego Simeone, j'adore ses équipes. Et franchement, je me reconnais beaucoup. Il aime les chemises noires aussi, Diego Simeone. C'est vrai. Non, mais j'aime bien, c'est collectif. Là, par contre, alors là, c'est le collectif avant l'individu. Moi, je dois dire que j'aimerais une fois que ce football-là triomphe et aille au bout. Je le trouve vraiment... C'est le football que je préfère. Ouais, ils ont déjà triomphé quand même. L'Atlético est allé chercher Liverpool aussi de la même manière. Donc, après, ils ont un petit problème de régularité quand même cette saison, l'Atlético. Pas sur les 3 derniers matchs puisqu'ils les ont gagnés, mais c'est vrai qu'ils peuvent retomber dans leur travers tout d'un coup, ces matchs qui passent moins bien, ça va moins bien. Après les grands matchs, moi j'ai l'impression qu'ils sont ils sont toujours là. Donc c'est un gros match, ils l'ont fait à Liverpool, ils vont certainement le refaire à Old Trafford. Une des nouveautés, messieurs, c'est quand même cette disparition du but marqué à l'extérieur. On ne l'a pas vécu. Vous ne l'avez pas vécu. Moi, je n'ai jamais joué de Coupe d'Europe. Donc, de toute façon, moi non plus, dans mon quartier, on ne jouait pas match aller-retour. Non, mais ça peut changer quoi dans l'approche pour le club visiteur ?
ou le club recevant, De ce match-là en particulier, typiquement, ou de Juventus Villarreal, les équipes qui se sont séparées sur un score de parité à l'aller. Bon, moi, je tiens C'est à une dire découverte, que- en fait. Bah, c'est déjà complètement nouveau et moi, ça casse un petit peu ce charme quand même. Alors, je réponds pas à votre question, hein, mais je suis quand même déçu. Ça fait partie du patrimoine du football. On était habitué à ces buts à l'extérieur qui comptent double. Ça a forcé en fait l'équipe à l'extérieur d'attaquer plutôt que de rester campé derrière, etc. Je trouve qu'on a un petit peu détruit un peu ce qui faisait la nature du football, en tout cas, lors de ces dernières Puis ce qui change, c'est qu'on l'a vu avec Real PSG, en fait, c'est qu'il y a eu 3-1, mais si on tient compte des scores, il y aurait eu 3-3 au final, donc ça serait parti en prolongation, etc. Mais Il y aurait eu 3-2. 1-0 à l'aller, mais à 2-1, effectivement, ouais, oui, voilà, ouais, Paris ça aurait- était encore qualifié. ça aurait pu tout changer, ouais. Et Par contre, si Paris met un but, on part Mais en prolongation. C'est ça qu'on... la règle aurait dû on être revient. faite différemment. C'est-à-dire que ce qui est terrible, c'est quand vous êtes en prolongation et que vous prenez un but à l'extérieur, vous devez compenser par 2 buts. Ça, c'est terrible. Ça, on aurait peut-être dû enlever cette règle du but à l'extérieur dans les phases de prolongation. Mais pour le reste, c'est vrai que ça aurait pu rester. Après, bon, bah, voilà, c'est une conception différente sans le but à l'extérieur. Moi, je trouve que Bon, on là, verra ça bien. change Ce sera une pas. belle découverte. Parce que c'est quasiment les premières affiches qui vont nous donner ce scénario-là. Ah, il y a eu des matchs de qualification qui ont été vraiment extrêmes. Il y a eu des matchs de fou avec l'Étoile Rouge notamment, où déjà on a pu l'apercevoir. Et c'était vraiment passionnant. C'était déjà un gros changement. Après, moi je trouve que ça change surtout en fait les matchs allés, l'approche des matchs allés, parce que l'équipe à l'extérieur a moins besoin de marquer, donc peut se permettre de venir bétonner au match aller, je trouve. Moi, ça change plus le match aller que le match retour, de mon point de vue. Au contraire, moi je me rends à l'extérieur au match aller. J'ai envie justement plutôt de marquer pour me donner un avantage, pas quasi définitif, mais un avantage conséquent en vue du retour. Pour moi, c'est une autre approche alors pour moi. Ah non, parce qu'avant, tu marquais au match aller, ton but, il comptait double. Maintenant, il compte normal. Donc, tu as moins besoin de marquer au match aller que tu t'es. Oui, alors forcément. Mais par contre, moi, j'aime le fait d'aller chercher un but à l'extérieur. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. Ah oui, mais t'en as moins. Oui, mais on s'est perdu alors. Quoi. Robin, votre avis? Ouais, je pense que le but à l'extérieur, ouais, il est important. Que ça aille aller au retour. Excusez-nous de vous déranger, messieurs. Bah oui, mais c'est ça le football. C'est ça la table ronde du Les football. experts mathématiques. Exactement. Messieurs, la Juventus, un peu dans le même cas de figure, mais à l'inverse, la Juventus, hein, depuis novembre, enchaîne les résultats positifs, revient à boulet de canon sur la tête du classement de Serie A. Malgré un match peut-être pas abouti à Villarreal, eux peuvent endosser ce costume de favori. Oui, bien sûr, avec leur expérience, je crois qu'ils jouent contre une équipe qui est bien moins expérimentée qu'eux. Qui plus est à la maison, c'est une équipe qui va beaucoup mieux. Alors je dis, Villarreal est une belle équipe. Hein. On l'a vu la saison passée contre Young Boys, mais la Juve est quand même largement supérieure pour moi. Elle joue à la maison, donc ça devrait passer pour les Torino. Ouais, et ce critère, l'expérience, ça parle en Ligue des Champions. La culture club, bien sûr. Mais on l'a encore vu dans le Real PSG. Et on le verra aussi là, bien sûr. Villarreal, c'est une super équipe d'Europa League. C'est pas du tout dépréciatif parce que j'adore l'Europa League. C'est très dur à gagner. Unai Emery, c'est un entraîneur parfait pour l'Europa League, mais là, c'est l'étage au-dessus. La Juve, à domicile, c'est l'étage au-dessus. Ouais, puis la Juve, surtout, ils ont eu un début de saison assez poussif. Et là, maintenant, ils enchaînent, quoi. Ils ont redressé la barre. Ça continue de gagner. Je m'étais noté leur dernière défaite en championnat, c'était le 27 novembre. Donc, encore une fois, ça rejoint ce que je disais sur Manchester. Il y a une solidité de ce club. Et voilà, l'expérience des joueurs. Après, moi, je me méfierais quand même de Villarreal avec Unai Emery. Fin tacticien. Ouais, fin tacticien. C'est capable de marquer ce but à l'extérieur. Messieurs, il nous reste quelques petites minutes pour parler de notre dernier représentant. Alors, je crois déjà connaître votre réponse. Culture Club, Marseille, Bâle. Oh, attention, la culture européenne du FC Bâle, elle est présente. Bâle a fait un miracle à l'aller en perdant que 2-1. Ils ont marqué ce but à l'extérieur qui ne leur sert pas à grand-chose au vu du match Mais retour. qui leur donne un peu d'espoir quand même. Mais qui leur donne un peu d'espoir. Marseille est capable du pire, vraiment. Et donc, je suis assez optimiste pour le FC Bâle, parce que je pense que le FC Bâle à domicile peut faire un bon match et Marseille peut complètement craquer. Georges Sampaoli peut nous inventer une composition tout à fait délirante. Ouais, là, une partie de l'exploit, parce que si Bâle, avec les différents transferts dont on ne va pas s'arrêter, du mercato d'hiver, c'est quand même affaibli, ne présente pas son meilleur visage, si Bâle venait à sortir Marseille, Ça sera un véritable exploit. un exploit, mais aussi
en partie de la faute des Marseillais. Bien sûr, Marseille a surclassé le FC Bâle à l'aller. Ils ont touché 2 fois le poteau. Bâle a sauvé 2 fois sur sa ligne. Il y a eu une énorme différence d'intensité, il y a eu une énorme différence dans les impacts physiques. Marseille est une équipe supérieure, mais par contre, j'ai pas une énorme confiance en Sampaoli qui veut jouer un petit peu le révolutionnaire, s'inspirer un petit peu de Bielsa, un petit peu de Guardiola qui nous invente des Payet en faux numéro 9. Qui se passe de Milik alors que c'est son atout numéro 1 pour moi devant. C'est très très irrégulier en Ligue 1 Marseille, c'est très très moyen par moment. Et pour moi, Marseille a raté le coche au match aller, mais s'ils font le travail, normalement ils doivent passer, même avec ce score qui est quand même favorable de 2-1. Si je vous dis, messieurs, Marseille est plus à l'aise, comptablement parlant, en déplacement qu'à domicile, ça vous fait changer d'avis? Parce que c'est le cas. Marseille est nettement plus performant à l'extérieur qu'à domicile. Non, moi, je ne change pas d'avis. Le favori, c'est Marseille. C'est eux qui sont en meilleure position. Mais ce n'est pas impossible que Bâle y arrive et que Marseille se saborde. Voilà ce qu'on dit. On en a connu des soirées spectaculaires sur la scène européenne. On se souvient de l'élimination de Tottenham, les victoires contre Manchester, contre Liverpool aussi. Bon, là, il faut remonter un peu plus loin en arrière. C'est une autre équipe. Mais le Parc Saint-Jacques est capable d'amener cette dynamique où actuellement c'est tendu aussi entre la Moutons Courvet et la première équipe du FC Bâle. Ça va un peu mieux quand même depuis quelques temps. Là. Ouais, c'était un peu tendu, mais ils vont se mobiliser en rendez-vous européen comme ça. Ils mettent les records de côté, ils sont à fond derrière l'équipe. Non, ça va pousser. Il y aura plus de monde à Bâle que ce qu'il y a eu à Marseille jeudi. Je crois qu'il y avait 23 000 personnes au Vélodrome. Alors les Marseillais chantent toujours plus fort, ça c'est clair, mais je crois qu'il y aura bien 25 000, 30 000 à Bâle parce qu'il faut se mobiliser. Il y a quelque chose à jouer contre une belle équipe, un grand club historique en Europe. Pour moi, Bâle a un coup à faire. Bâle-Marseille, notez l'horaire inhabituel de ce match retour, 18h45, ça c'est pour jeudi prochain. Nous prendrons l'antenne à 18h15 pour vous accompagner et être aux côtés, au plus proche du FC Bâle. Mais notre prochain rendez-vous football sera consacré à la Ligue des Champions, l'UEFA Champions League qui reprend ses droits dès mardi avec cette affiche dont on a parlé, Manchester United, Atlético de Madrid, mais on suivra également Benfica, Ajax et le lendemain Chelsea en déplacement à Lille et enfin la Juventus face à Villarreal. 20h15 pour la prise d'antenne. Voilà, merci messieurs. Troisième mi-temps, ça passe toujours trop vite en votre compagnie. Merci à vous. Merci également à Johan Taché qui a piloté les équipes techniques. On vous remercie également pour votre fidélité. Et vive le foot, il y en aura quasi tous les jours cette semaine sur Beau Sport.